Né à Brooklyn en 1898, George Gershwin est sans aucun doute le symbole de l'Amérique musicale. À la fois le plus prestigieux mélodiste depuis Tchaïkovski, comme le qualifiait Leonard Bernstein, véritable novateur selon Arnold Schoenberg, ou encore une sorte de Schubert américain pour beaucoup, Gershwin est l'auteur de centaines de refrains à succès de Broadway et, par ailleurs, compositeur de formes classiques allant de la Rhapsody in Blue au concerto en fa, en passant par son opéra Porgy and Bess. Du classique au jazz, cette œuvre plurielle, écrite en moins de 20 années, déconcerte ceux qui aiment les catégories et suscite parfois le malentendu né d'un trop entendu. Avec ces variations Gershwin, on va essayer d'y entendre plus clair. En fait, c'est un pianiste-compositeur comme il y en a eu tant, mais c'est un pianiste-compositeur à part. Parce que si on prend un exemple, même juste avec le côté gestuel de ce compositeur, on fait un nocturne de Chopin, hein, on fait... On rampe sur le piano, on vit le piano, on va au contraire de sa percussion, de sa nature percussive. Si on joue un contemporain, disons, de Gershwin, de Debussy, et qu'on prend un prélude, et qu'on caresse le piano, on est là en train de jouer avec des couleurs, oui, comme Gershwin. On est en train de jouer avec des touchés comme Gershwin. Et puis avec Brahms, on se fait de la symphonie. Alors tout ça, c'est une approche personnelle de chaque pianiste-compositeur. Mais alors quand on arrive, on fait... C'est du Gershwin tout de suite. Pourquoi? Pas parce que c'est plus fort, c'est parce qu'il traite le piano dans une réaction physique, un rapport physique au piano, qui est de jouer du piano en instrument à percussion. Il le dit lui-même dans la préface du Songbook. Il faut que cette musique soit claire, percutante, sèche. Il ne faut surtout pas en faire de la guimauve, sauf dans les ballades. Alors ça... Il n'y a plus de rythme, il n'y a plus rien. Il y a juste du romantisme à l'américaine. J'ai le sentiment qu'il est l'incarnation, la représentation la plus extraordinaire ou la plus parfaite ou la plus achevée de la culture, de ce que j'appelle moi la culture urbaine américaine. C'est-à-dire de cette culture qui émerge dans les années 20, mais c'est pas une culture simplement musicale, c'est une culture au sens large. Les Américains élaborent leur civilisation à ce moment-là, celles qui vont répandre d'ailleurs d'une manière générale sur le monde. C'est-à-dire à la fois un métissage musical extraordinaire dont sans doute Gershwin est le plus extraordinaire représentant, parce que l'Amérique de cette époque-là recueille des tas de courants musicaux à travers les vagues d'immigration. Alors même si les communautés restent juxtaposées, en même temps elles le mettent tout, passez-moi l'expression, quelque chose au pot commun, quoi, au melting pot. Donc il y a un métissage extraordinaire musical qu'on retrouve d'ailleurs donc parfaitement qu'on retrouve dans la musique originale de Gershwin. C'est pas une addition de musique, il recrée quelque chose en piquant ou en pillant tout le monde. Il y a une espèce de transmission génétique comme ça. On reprend des choses à tout le monde et on refabrique un nouveau code génétique musical. Mais dans le code génétique, on retrouve aussi des gènes des gens à qui on a pris. Ces influences, à votre avis, on dit communément que c'est une sorte de Schubert américain. Il était admiratif des grands mélodistes comme Schubert ou Fauré ou même Ravel ou... Il a copié à votre partout. avis. Il a copié partout. Alors on va prendre par exemple, bon c'est pas savant, il y a des exemples très savants. Il y en a un qui n'est pas trop savant, mais quand on entend dans l'Américain à Paris,
blues qui est connu, archi connu. Mais quand il est arrivé... En fait, l'influence, c'est la suite de Bach. Et pour le musicien averti, il y a des passages dans ce même Américain à Paris. Cette transition est piquée, avec variation, à la sonate de Liszt. Donc la sonate de Liszt existe en Américain à Paris. Le début de la Rhapsody in Blue, c'est le troisième concerto de... Troisième concerto de Prokofiev. On a des exemples, mais à pléthore, il n'y a pas de musique sans musique précédente. Et quand il prenait dans le... Bon, avec un certain atavisme, la musique russe, il prenait aussi le folklore américain, et même une chanson aussi folklorique, Way Upon the Swallow. Comme ça ne dit rien, c'est une petite chansonnette, folklore américain typique, et il en a fait son premier succès, qui est Swan, et 30 secondes de plaisir. Avec citation finale. Gershwin, c'était pas au départ un compositeur, c'était un pianiste. Il se trouve que pour jouer du piano, il a inventé des thèmes et que ces thèmes étaient merveilleux. C'est là qu'on s'est aperçu que c'était un mélodiste phénoménal. À partir de là, se pose par rapport à la musique instituée qu'on appelle assez mal la musique classique, un problème, c'est celui de la combinaison de toutes ces mélodies, de leur enrichissement, de leur harmonie, etc., etc. Alors, à partir de là, Gershwin passe à travers un certain nombre d'étapes, à sa façon, qui est celle d'un autodidacte, et évidemment, ça ne ressemble pas forcément au cursus d'un compositeur de métier. Alors, nous avons plusieurs strates, je dirais, non seulement dans le temps, mais simultanément dans la pensée créatrice de Gershwin, ces mots paraissent un peu prétentieux d'ailleurs, c'est un énorme substrat de quelques 400 chansons, toutes magnifiques parce qu'il avait un don mélodique absolument confondant. Sur un deuxième niveau, il y a le souci d'élaborer ces musiques, je dirais, spontanées, en discours déjà plus élaborés, mais libres, rhapsodies, poèmes symphoniques en ce qui concerne l'Américain à Paris, et de plus en plus le souci de construire. Si c'est possible maintenant, pour cette reprise, de faire assez lentement. Maintenant, tout de suite. Je prends ici ou La reprise, vraiment, oui. It's there. Comme si tu as un peu perdu, je ne sais pas, un peu perdu. Non, mais toi, plus sostenuto, au contraire. Dans le piano, au fond, très, très... Non, mais plus lentement. Non, mais vraiment, espèce de souvenir. It's very... Our love is here to stay. C'est juste pour cette reprise, hein? Depuis
mieux la partie lente, plus lente, encore plus lente. La partie, cette reprise, seulement cette reprise. Vous avez fait déjà une première présentation, reprise, deuxième strophe, donc... On continue plus longtemps. Je reste ici. Des classicos, comme on dit, qui ont l'habitude de prendre une partition, la rendre fidèlement, se trouvent dans une espèce de situation trouble parce que voilà, les choses sont notées, mais en fait, Georgie Baby n'aime pas que les gens jouent exactement de manière carrée ce qui est sur la partition. Donc, certains absorbent ça et sont capables justement de jouer avec tout cela mieux que d'autres. Il y a d'autres qui jouent de manière... Et tout ça est très touchant, tout touchant. Et finalement, en fin de compte, moi, personnellement, je conclus, nous savons que Georges est pour tout le monde, il appartient absolument à l'éternité. Donc, si quelqu'un le joue comme un étude de Chopin et quelqu'un d'autre le joue absolument, mais alors blues, destroy, très bien. Georges aurait été le premier à dire chic. L'original, c'est... émouvant, mais alors, émouvant. Soigné, même la prononciation à côté. Génial. Superbe. Il y a des œuvres originales qui se manifestent à ce moment-là, et c'est vrai que tout ce qu'on aime, ou enfin en tout cas tout ce que j'aime dans la culture américaine émerge à ce moment-là. Alors d'abord, c'est un personnage totalement fitzgeraldien, y compris dans sa manière de parler, dans sa manière d'être, dans cette ambivalence. C'est vraiment Gatsby le magnifique, c'est-à-dire qu'il est à la fois magnifique, il est complètement torturé, travaillé, désespéré, avec cette phrase absolument extraordinaire à quelques mois avant de disparaître, où il dit « j'ai tout, je suis riche ». Et je ne sais pas pourquoi, je suis profondément malheureux. Et ça, c'est Dick Diver d'Entendre la nuit, c'est Gatsby dans Gatsby le magnifique. Ce sont les héros de Fitzgerald, et c'est Fitzgerald lui-même. D'ailleurs, il y a d'ailleurs une trajectoire commune. Je ne suis pas arrivé à trouver une rencontre entre les deux hommes. Je ne sais pas s'ils se sont croisés. En vérité, moi, je n'ai pas été capable de trouver ça dans les recherches que j'ai pu faire. Mais ils auraient dû, et en tout cas, c'est la même... Ils émergent en même temps. Ce sont deux personnages extrêmement proches. Je pense qu'ils ont la même sensibilité. Mais c'est sans doute pas le fruit du hasard. C'est l'Amérique de cette époque qui, probablement, crée des hommes avec des hommes avec cette sensibilité-là, qui génèrent ce tempérament artistique à la fois formidablement gai et enjoué, et en même temps profondément désespéré. The way you wear your hat, the way you sip your tea, the memory of all that. No, no, they can't take that away from me. The way your smile just beams, the way you sing off key, the way you haunt my dreams. No, no, they can't take that away from me. Alors, maintenant, les songbooks. Il y a toute une panoplie de songs, du fameux songbook, 18 chansons en recueil, avec partie solo de piano incorporée, et partie chant, bien sûr. Et puis,
des standards pêle-mêle qui viennent des comédies musicales, les films, de toutes les situations diverses dans lesquelles était imbriqué Gershwin tout au long de sa carrière. A foggy day in London town, it had me low and it had me down. Looked at the morning with much alarm. The British Museum, it lost its charm. How long, I wonder, could this thing last? But the age of miracles, it hadn't passed. Suddenly you were there, and in foggy London town, the sun was shining everywhere. Tout à l'heure, vous avez joué quelques mesures de The Man I Love. Vous l'avez joué, je suppose, avec la musique qui était notée par Gershwin lui-même. Est-ce que vous pouvez le refaire, mais en jazz, en improvisant, avec vos harmonies à vous? Oui et non, mais c'est pas mon... It's not my job, comme on dit. Ben, ça va l'être aujourd'hui. Je voudrais être le traducteur fidèle de ce qu'il a joué. Par contre, je vous joue le Man I Love, et dans les parties qui ont besoin d'un peu de swing, on peut toujours en rajouter. Ça peut virer dans les deux sens. Il y a des classicos qui l'ont fait aussi très très bien. Il n'y a pas comment dire, un monopole dans un secteur ou dans un autre. C'est ça qui est formidable. Les jazzmen les plus immenses peuvent faire ça des siens. Et ça semble complètement, et c'est le mot qu'on utilise dans tout art et dans l'esthétique, inévitable, une inévitabilité de ce que quand elle a fait, des choses quand Sarah Vaughan chante la chose, quand Billie Holiday. Mais il n'y a pas d'autre manière possible. Et puis 36 000 autres sont possibles. Mais c'est ça, l'inévitabilité. Donc chaque artiste rend ça une œuvre unique pour l'artiste en question. They all laughed at Rockefeller Center, now they're fighting to get in. They all laughed at Whitney and his cotton gin. They all laughed at Fulton and his steamboat, Hershey and his chocolate bar. Ford and his Lizzie made the laughers dizzy, that's how people are. They laughed at me, one and you, said it would be hello, goodbye. Boy, you came through, now they're eating humble pie.
They all said we'd never get together, darling, take a bow. Ho, 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 who's got the last laugh? He, let's at the past laugh. Ho, 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 who's got the last laugh now? Fred Astaire, Fred Astaire, Fred Astaire. L'histoire de base, c'est que le grand frère Ira, c'était le fort en thème, c'était le privilégié, c'était l'enfant gâté, alors que George allait faire du patin à roulettes, il allait jouer dans la rue et il s'amusait beaucoup, il était un tout petit peu chef de bande. Alors c'est assez amusant de penser qu'un jour, il arrive chez des amis des Gershwin, des Gershowitz, qui avaient un piano à la maison. Et il se met au piano et il jouait. Pour qui ne l'a pas reconnu, c'est l'humoresque de Dvorak. Et il avait tout simplement appris ça en copiant ça sur les gestes, mais jusqu'au dernier geste, en copiant ça sur un piano mécanique qu'il a vu dans un hall d'un grand hôtel new-yorkais. Et il disait, mais alors tu sais jouer du piano? Ça, c'était vers 10 ans. À 15 ans, il était déjà la personne attitrée pour inventer les accompagnements de chansons que d'autres personnes non musiciennes se chantonnaient dans la tête. C'est une chose américaine qu'on ne conçoit pas tellement en Europe. C'est qu'on faisait la musique avant les paroles. Donc au départ, vous êtes d'accord, il a été autodidacte du piano. Et c'est après qu'il a... Il a trouvé ses solutions empiriquement, en jouant, en accompagnant, en inventant, en variant. Et il a fait des études très sérieuses de contrepoint. Oui. Est-ce que vous pensez, Pierre, qu'il y a une évolution dans ces compositions qui vont d'abord de, par exemple... qui est assez, je dirais pas banal, mais c'est pas très intéressant. Et puis, c'est vrai, et c'était ses débuts. Il y avait aussi, quoi, Swans, Wonderful, Wadida, Wadada, yeah, qui est plutôt simple par rapport aux compositions de décennies plus tard, quoi. Vous ne pourriez pas? Il est bien évident que si Gershwin est si fantastiquement présent, y compris auprès des musiciens de jazz, qu'on ne vienne pas nous parler trop de Gershwin. Le jazz, ça n'a rien à voir, c'est une espèce de zone intermédiaire. Quand Gershwin a fait du jazz, entre guillemets, il est évident qu'on ne savait pas très bien encore ce que c'était le jazz. Et ce que je trouve très frappant, par exemple, c'est que Gershwin ne parle jamais ni de Gerald Morton, ni de Art Tatum, ni de Harold Gardner, ou les gens qu'il aurait pu admirer, et dont il était en fait le rival, tout simplement parce que c'était pas son... Il faisait dans ce genre-là, mais il ne faisait pas du jazz, c'était pas son travail. Donc il y a une erreur, il y a un malentendu fondamental quand on parle de Gershwin et le jazz. C'est autre chose, c'est une chose qui ressemble, mais qui n'a rien à voir.
musiciens de jazz, ils sont très curieux, ils ont un choix étrange. Ils prennent une chanson, une mélodie, on ne sait pas pourquoi. Mais quand ils s'en emparent, c'est la consécration de la mélodie. Je trouve que quand un musicien de jazz se prend d'amour pour un thème, et qu'il l'utilise, qu'il le fait, qu'il le joue, c'est la consécration de la mélodie. Non, je ne pense pas que Gershwin écrivait pour les musiciens de jazz. Non, je ne crois pas. Enfin, après, ce sont les musiciens qui se sont emparés de son travail. Mais lui, je ne crois pas. Les Français appellent toute musique populaire américaine avec le blue note et avec ses caractéristiques que c'est ni majeur ni mineur. C'est ni triste ni. Donc on a cette ambivalence entre majeur et mineur. Ça a été repris dans tout le jazz, oui, et ça vient de la musique du blues, ça vient du blue note, même ça vient de très très loin, ça vient de l'Afrique. Mais le clavet, ça vient de la musique latino-américaine, cubaine, etc. C'est une valse à 3 temps, oui, mais elle est 3 temps bien irrégulier, ça va. Et quand on a c'est pas régulier, c'est agogique, on peut pas compter ça. Alors on appelle ça du jazz parce qu'on peut pas le compter dans le vieux solfège bien carré. Il y a une vraie, pas une influence, il y a une existence du jazz chez Gershwin, parce que c'est un Américain, parce qu'il était entouré de cette musique-là, parce qu'on vivait, on se nourrissait de ces musiques-là à l'époque. Donc il y a une présence du jazz. C'est une question qui m'amuse parce que, je me marie parce que j'ai enregistré il y a très très longtemps la Rhapsodie, par exemple. Parce qu'un jour, une maison de disques me demande, et j'ai enregistré. Il y a un passage. À ma gauche, je fais ça. Et moi, je me suis amusé à le faire comme ça. Au lieu de faire classique. Et je trouve que ça va très très bien, parce que c'est mieux que de... Il vaut mieux cette influence-là que l'influence classique dans une musique comme celle-là, je trouve. Mais la Rhapsody in Blue, qui est assez bizarre, parce que personne n'arrive à expliquer pourquoi elle se tient si bien, et pourquoi elle est irrésistible, et qu'est-ce qui rattache les bouts de cette pièce hétéroclite qui s'en va dans tous les sens et qui tient parfaitement debout. N'est jamais fini.
finir. Et en peu de mesure, il a déjà tellement de matériaux pour pouvoir faire un morceau qu'on se dit, bon, ça sera ça, le thème, premier thème, deuxième thème. Mais non, il y en a plein d'autres avec. Développement. Dans un autre monde. Et tout ça, ça se tient. Alors, on attend qu'il se passe encore autre chose et jusqu'à ce que... A beautiful melody you all know and love. C'est assez incroyable qu'il y ait un petit quart d'heure de musique pour apporter une tension, une variété de sonorités, avec quelques citations naturellement de Beethoven. Ce n'est pas nécessairement ça. Ce n'est pas nécessairement ça. Qu'on nous l'explique dans la Bible antique. Ce n'est pas nécessairement ça. Il était plutôt petit. Malgré tout, la réussite. Arrêtez du monde avec une fronde Goliath, un géant plein de vie, plein de vie, plein de vie. Jonas avait fait sa maison, dans une baleine, dit-on, dans une baleine, et vivait tranquille, loin des gens hostiles, dans le ventre de ce poisson. Moïse voguant sans façon, dans un panier tressé de joncs, l'enfant seul au monde fut sauvé de l'onde par la fille du pharaon. Il est bien évident qu'il y avait en Amérique un grand nombre de musiciens classiques professionnels, Aaron Copland, Virgil Thompson, Roger Sessions, qu'on connaît encore moins en France,
qui, eux, faisaient quatuor, symphonie, etc. Gershwin s'est dit, c'est pas là qu'il faut que je m'aventure, il faut que je trouve autre chose. Et bien sûr, il a pensé à un opéra. Il a d'autant plus pensé à un opéra qu'il avait l'habitude du chant, puisqu'il écrivait des chansons avec son frère. Et nous aurons certainement l'occasion de redire l'importance énorme de son frère Aera. Et à partir de là, il lui a fallu trouver un sujet, mais un sujet qui ne soit pas celui de ces opérettes de Broadway, quelque chose qui aille très profond. Alors il a cherché assez longtemps, il a beaucoup réfléchi, et d'une part, il découvre un petit livre et la pièce qu'on en a tirée d'un nommé Dubois Hayward, qui était un blanc du Sud, mais qui avait écrit une très jolie nouvelle, une centaine de pages, qui s'intitulait Porgy, livre qui avait beaucoup frappé, parce que pour une fois, on parlait des minorités noires avec non seulement une certaine sympathie, mais un certain souci de ce que serait, de ce qu'était leur passé, de ce que serait leur devenir. Alors c'est là qu'intervient magistralement le frère de Gershwin, son frère aîné Aera, qui était un très bon écrivain, mais qui n'est pas un écrivain au sens où nous l'entendons en France, un écrivain, je dirais, parolier, un poète, mais un poète, comme le serait de nos jours quelqu'un comme Jacques Brel, qui se contentait de faire des paroles de chansons simplement d'un très haut niveau. Et Aera Gershwin, bien sûr, rencontre Dubois Hayward, ils travaillent ensemble, on a en gros le plan de ce qu'ils ont fait l'un et l'autre dans le livret définitif, et on aboutit à un livret absolument magistral. On parle toujours des livrets de Puccini pour la précision de la moindre réplique et leur qualité. Je pense qu'on doit dire que le livret de Porgy est du même niveau par la perfection du détail, le fouillis de l'intention. Et là-dessus, Gershwin, justement, intervient avec ses soucis, je dirais, d'élaboration. Et il passe pas très longtemps, 1 an et demi, parce qu'il avait ça vraiment dans la tête, à l'état presque de surchauffe, dirais-je, passe 1 an et demi à composer, avec les formidables dons qui étaient les siens, une partition qui est vocalement prodigieuse. Donc, Crown, c'est l'horreur, un homme infect, un tueur, un voleur, un violent, horrible, mais c'est le boyfriend attitré de Bess. Bess, hélas, a trouvé la gentillesse, la tendresse, le cœur, la vérité avec Porgy, qui est estropié, sans jambes, c'est une petite charrette, une vraie chèvre qui l'amène partout, y compris à New York, à la toute fin, pour cette quête impossible de retrouver sa Bess, qui, elle, part avec le premier venu, quand ça l'arrange, elle. Donc, en fait, on est dans une situation psychologique très intéressante par rapport à ce personnage de Bess. On l'aime beaucoup parce qu'elle est élégante, c'est de loin la plus belle, la plus sublime, la plus... Bon. La fille qui a la chose, parmi toutes ces autres femmes paysannes qui n'ont rien, sauf leur cœur et leur sincérité. Bess ne déborde pas dans ces qualités-là, mais elle a une grande beauté et beaucoup de cachets, voilà. Donc les hommes sont évidemment très attirés. Mais elle trouve, malheur, en Porgy, quelqu'un qui l'aime vraiment sincèrement. Et dans le grand duo qui va venir, quand I Love You Porgy, je t'aime Porgy, d'autant plus déchirante parce qu'en fait, on se rend... Enfin, pour un moment, on ne peut pas le dire c'est totalement sincère parce que ce n'est pas le personnage. Mais elle dit « Je t'aime Porgy » à un moment où ça monte et monte et monte dans cette déclaration d'amour fantastique. Et encore, on est déchiré. Voilà. Psychologiquement, on est vraiment pris sur un merveilleux voyage. Tous, nous dans la salle, avec cet opéra. C'est très complexe, les personnages. On peut dire que Porgy and Bess devient donc ce magnifique mélodrame symbolique qui va très au-delà de ce que l'on peut représenter. Et j'irais presque jusqu'à dire que Bess, c'est l'Amérique qui se sent superbe et qui en devient superbement indifférente à la passion qu'on peut lui porter, en particulier celle des minorités souffrantes. Et Porgy, qui, il faut le rappeler, est un personnage d'infirme, ce qui est assez étonnant pour un opéra, c'est précisément ces minorités souffrantes. Donc ici, elle utilise toutes ces ruses avec Crown pour dire « Mais en fait, qu'est-ce que tu vois en moi ?» Lui, c'était... et elle joue sur son charme, c'est-à-dire en disant « Oui, toi, tu es costaud, tu es super, tu vas avoir toutes les femmes partout dans le monde, pourquoi tu veux moi ?» En fait, c'est une astuce pour qu'ils disent « Ok, je te quitte », et après, elle est tranquille avec Porgy. Voilà, c'est ça le problème.
Euh, voilà, j'explique un peu le background de tout ça. Bien, take a fine young gal, for to satisfy crime. Look at this trip. And these 5 years, I've been your... Il y a quelque chose là. I've been your woman. Ouais, c'est-à-dire qu'elle est en train de dire, j'en ai marre en fait. Ouais, mais c'est l'unique moment en fait. La vérité, ça, these 5 years, I've been dur. Mais il peut pas... À la fois, elle est en train de dire, oui, ça fait 5 ans, donc enfin, j'ai donné bon et loyal service, quitte-moi maintenant. En fait, c'est ça le message caché. Et en même temps, elle en profite pour dire 5 ans, oh là là, elle ne peut plus. Voilà. Donc, il faut trouver quelque chose dans l'expression là. Si on peut faire you know, no, OK? You know how. You know how you always will. These 5 years I've been your woman. Woman. Vraiment. Blues. Elle chante, c'est Bessie Smith, là. This woman, vraiment. Oui, là, il faut plus trip, là. You know how it always will. These 5 years I've been your woman. Yeah. You could kick me in the street, and you want to rebel. Réserve. Très bien.
never belong here somewhere. Never want to try to be good, to be bad. What the hell? I'm glad of life. I got plenty energy, energy's plenty for me. I got my health, got my soul, got heaven all day long. No use complaining. Got my head, got my Lord, got my soul. Il faudrait rapprocher, si vous voulez, Porgy and Bess, quelque part, des très grands films de Frank Capra, qui naissent à cette époque-là, qui sont, c'est moins optimiste que Frank Capra, mais qui sont résolus à penser que juste après la crise de 29, il faut bien penser à cela aussi, nous sommes juste après la crise de 29, l'Amérique a encore un second souffle. Et il y a un détail que je crois très important, c'est qu'à la fin du roman de Dubose Heyward, Porgy apprend que Bess est parti avec le mauvais esprit, avec Sporting Life, avec, disons le mot, le macro du coin, et il reste là, prostré. Alors que dans l'opéra de Gershwin, Porgy dit « Où est-ce que c'est New York ?» Là où est parti Bess. « Où est-ce que c'est New York ?» On lui dit « C'est par là ». Il prend sa petite charrette et dit « Je m'en vais, I am on my way ». Et il y a ce fabuleux négro spiritual final qui indique que après tout, tout n'est peut-être pas perdu, même si c'est complètement fou, il faut faire quelque chose. Et ça, c'est une leçon complètement américaine. Vous ne trouverez jamais ça dans un mélodrame européen, faut-il le dire. Et donc, c'est la chanson de Porgy qui dit « Ô Seigneur, donne-moi la force. Trouver Bess à New York. »